gosses, j'espère que vous allez bien. Ça y est, ça se rafraîchit un petit peu, hein. L'hiver approche. Et du coup, nos chauffages à la maison se remettent en route, on remet des tenues un peu plus chaudes et on boit du thé, du café et d'autres boissons chaudes. Mais comment on fait l'HVAC de manière générale pour permettre de lutter contre ce froid? Est-ce qu'on fait pareil dans les grands bâtiments que dans les maisons? C'est la question à laquelle je propose de répondre dans cette vidéo. Accrochez-vous. En hiver, il peut faire bien caillasse. Le réflexe de tout être normalement constitué sera donc d'essayer de se chauffer. Plusieurs éléments terminaux peuvent nous permettre d'atteindre ce but. On pensera par exemple aux classiques radiateurs dans lesquels passe de l'eau chauffée par une chaudière, aux radiateurs électriques, plus coûteux à l'utilisation en Belgique, au chauffage par le sol, travaillant à basse température, aux cassettes de climatisation réversibles, aux poêles à bois, et j'en passe. Le problème de toutes ces techniques, c'est qu'elles sèchent fortement l'air. Cela peut se voir aisément sur le diagramme psychrométrique. En partant d'un point à température extérieure extrême de moins 10 degrés en hiver par exemple, jusqu'à un point de température jugé comme acceptable, tel que 20 degrés par exemple, l'air s'éloigne fortement de sa courbe de saturation et peut chuter sous les 10% d'humidité relative. Cela aura un impact direct sur le confort de vos voies respiratoires, l'occurrence d'étincelles potentiellement dangereuses ou encore la fissuration de certains recouvrements de surface. Alors, dans une construction résidentielle, cet inconfort est souvent minime et balancé par notre occupation qui apporte énormément d'humidité, que ce soit par notre respiration directe ou par les vapeurs de cuisine, de salle de bain ou de buanderie. Dans les grands immeubles, par contre, il est impensable de laisser l'air dans de telles conditions en raison du peu d'activités qui peuvent naturellement balancer cette tendance à sécher l'air. Mais que pourrait-on bien faire pour empêcher l'air de devenir trop sec, dis donc, dis donc ? Je vous le donne dans le mille, nous allons l'humidifier. Un petit peu comme on le fait dans certaines maisons avec ces petits pots en céramique qui contiennent de l'eau qui s'évaporera lors de la montée en température du radiateur sur lequel ils sont posés. Mais ce serait quand même sympa de trouver quelque chose d'un poil plus contrôlable et adapté aux circonstances des grands bâtiments dont on doit gérer les conditions climatiques précisément. Faisons un peu le point. Il faut chauffer l'air, il faut l'humidifier, et tant qu'à faire, il faut le transporter vers les zones à maîtriser. Ce serait donc vraiment pas mal de disposer d'un élément central qui permette de tout gérer en une seule fois. Eh bien, coup de théâtre, cet élément existe. On l'appelle CTA, pour centrale de traitement d'air. Il s'agit d'un ensemble de modules mis bout à bout et permettant d'opérer sur l'air toute une série de traitements généralement liés à sa température et à son humidité. Sur internet et dans les catalogues, ça ressemble un peu à ça. Et une fois installé sur site, ça peut ressembler plutôt à ça. Pour le détail des éléments compris dans une CTA, je vous propose de laisser la parole à monsieur Serge Journet. Je vous présente ici la centrale de traitement d'air qui est composée de différents éléments que je viendrai présenter par la suite. Mais cette centrale de traitement d'air est un élément très utilisé dans le domaine de l'HVAC qui vous sert à assurer des climats ou des conforts dans le domaine de traitement d'air des piscines, des halls de fabrication, des écoles, des immeubles et d'autres bâtiments bien spécifiques. Cette centrale de traitement d'air va donc être utilisée de manière à pouvoir préparer les caractéristiques que l'air doit avoir dans ces bâtiments-là. Caractéristiques tant hygiéniques que d'un point de vue ventilation, que d'un point de vue de conditions de confort et peut-être de surpression si on est dans un local, une salle blanche. Je vais maintenant vous décrire plus dans les détails les composants de l'installation de centrale de traitement d'air. Vous avez, comme dans toute centrale de traitement d'air, une arrivée d'air extérieur qui propulse l'air au travers d'une batterie de préchauffe. Ensuite, en fonction des conditions de ventilation et d'air neuf dont on a besoin, on va avoir dans cette zone-ci une zone de mélange d'air où l'air extérieur va être mélangé avec de l'air recyclé, suivi d'une partie de filtration. Ensuite, cet air pourra être refroidi, soit via une batterie à détente directe, soit une batterie froide à eau glycolée. Cet air peut être également, en fonction des diverses conditions, humidifié. Vous avez ici un humidificateur vapeur. On peut très bien également avoir un humidificateur adiabatique. Une fois que cet air a été humidifié,
cet air peut également être réchauffé via une batterie chaude, soit une batterie électrique, soit une batterie à circulation d'eau. Et ensuite, cet air est distribué dans les locaux via un ventilateur. Vous avez également la possibilité d'installer des pièges à son. Vous avez également de l'air qui est repris du local et mélangé, comme j'ai dit tout à l'heure, et de l'air évidemment qui est rejeté à l'extérieur. Toute cette centrale de traitement d'air, comme vous pouvez le voir, est équipée de différentes sondes de température, d'humidité, d'encrassement des fils, de pression, de telle manière que vous puissiez à tout moment réguler et obtenir les conditions de confort désirées. En tant qu'apprenant sur cette centrale de traitement d'air, vous aurez l'occasion d'intervenir sur chacun des éléments de manière à modifier soit la puissance de froid fournie, soit à modifier la quantité de vapeur distribuée dans l'air, soit à modifier les conditions de mélange. Et vous pourrez à chaque fois visualiser sur l'écran qui est ici les résultats en température, en humidité ou en pression. Ok, nous avons donc maintenant une petite idée de ce que peut contenir une CTA. Mais comment allons-nous en exploiter les modules afin d'assurer les conditions voulues à l'intérieur d'un bâtiment malgré les conditions hivernales extrêmes de l'extérieur? Pour répondre à cette question, imaginons un immeuble classique constitué de bureaux dont il faudra assurer des conditions de confort en hiver. Quels éléments devrions-nous mettre dans notre CTA? Le premier objectif, dont tout le reste découlera, sera de ventiler nos locaux, c'est-à-dire apporter de l'air neuf venu de l'extérieur à l'intérieur du bâtiment à raison de 22 à 54 m3 par heure par personne suivant la qualité d'air exigée. Cela implique donc d'installer dans notre CTA un ventilateur qui insufflera l'air à l'intérieur du bâtiment. On l'appellera ventilateur de pulsion. Attention que l'objectif n'est pas ici de gonfler le bâtiment comme un gros ballon de baudruche. Nous veillerons donc, pour assurer un véritable renouvellement d'air, à extraire plus ou moins autant de mètres cubes par heure que l'on en apporte. Cela peut se faire avec un ventilateur d'extraction séparé de la CTA par exemple. Super. On apporte de l'air neuf à l'intérieur du bâtiment et on rejette l'air vicié du bâtiment. On est au top. Le souci, c'est qu'en l'état, nous sommes en train d'apporter l'air aux conditions extérieures brutes dans le bâtiment, soit moins 10 degrés à peu près en conditions hivernales extrêmes. C'est pas génial. Deux possibilités de traitement d'air s'offrent à nous en hiver. La première consiste à appliquer une première chauffe sur l'air venu de l'extérieur. Cette première chauffe sera mise en place par un serpentin hydraulique accueillant de l'eau chaude venue d'une chaudière ou plus rarement en Belgique par une résistance électrique. Cet élément prendra le nom de batterie de préchauffe. Ensuite, puisque l'air est devenu trop sec suite à cette préchauffe, nous l'humidifierons à l'aide d'un humidificateur adiabatique. Plusieurs exécutions peuvent exister, mais l'idée de base consiste toujours à favoriser l'évaporation d'eau liquide dans un caisson isolé dans lequel l'air à insuffler passera. L'une des techniques les plus répandues consiste à vaporiser des gouttelettes qui s'évaporeront directement au contact de l'air et chargeront ainsi cet air en humidité. Cette technique étant difficile à contrôler finement, elle impliquera toujours une augmentation d'humidité absolue jusqu'à obtention d'une saturation à 100%. Enfin, nous chaufferons à nouveau l'air jusqu'à ce que nous ayons rejoint un point de consigne désiré. Ce nouvel élément de chauffe est appelé batterie de post-chauffe et sera de constitution identique à la batterie de préchauffe, mais de dimension généralement plus faible. Ok pour le principe, mais en pratique, comment allons-nous sélectionner tous ces composants? Les batteries se dimensionnent à l'aide de la classique loi P égale QM fois CP fois delta T issue de la thermodynamique. La puissance, c'est le débit massique fois la chaleur massique fois l'écart de température observé. Nous veillerons ici à remplacer le produit Cp fois delta T par son équivalent delta H, l'écart d'enthalpie. Dans cette relation, le débit aérolique massique est déjà connu et nous n'avons qu'à définir l'écart d'enthalpie. Et l'un des grands avantages du diagramme psychrométrique est qu'il nous montre directement les enthalpies relatives de chaque point. Il suffira donc de multiplier le delta H lu sur le diagramme par le débit massique d'air à insuffler dans le bâtiment pour trouver la puissance de la batterie à installer dans la CTA. Ensuite, la mécanique des fluides et la thermodynamique prendront le relais pour vous apprendre quel débit il convient de faire passer dans ces batteries et au prix de quel relèvement de charge afin qu'elles assurent cet échange de puissance voulu. Passons maintenant à l'humidificateur adiabatique.
L'apport net en humidité de l'humidificateur se calculera par une loi similaire, mais nous veillerons simplement à remplacer le ΔH, relatif à l'énergie calorifique, par le ΔX, exprimant l'humidité absolue en grammes d'eau par kilogramme d'air sec. Encore une fois, dans cette relation, le débit aérolique massique est déjà connu puisque défini par les besoins des personnes présentes dans le bâtiment, et l'écart d'humidité absolue ΔX sera lu directement sur le diagramme psychrométrique pour dimensionner notre humidificateur. La sélection du ventilateur est un pur problème de mécanique des fluides. Il suffit de choisir une machine dont la caractéristique, reprise ici en vert, croise la caractéristique du circuit, reprise ici en bleu, en un point dont les conditions de débit et de pression correspondent aux besoins du client. Dans cette démarche, c'est souvent le calcul des pertes de charge du circuit aérolique complet qui s'avère être le plus fastidieux. Tout cela étant, il est possible d'envisager un autre procédé de traitement qui conviendra également aux conditions hivernales. Cette deuxième idée consiste à de nouveau commencer par une préchauffe pour rapprocher l'air de la température voulue à l'intérieur du bâtiment, et ensuite à rattraper l'humidité relative perdue en injectant non plus des gouttelettes d'eau qui s'évaporeront en faisant chuter la température de l'air, mais bien de la vapeur à 100 degrés Celsius minimum directement. Il y a deux avantages à imaginer le traitement de l'hiver de la sorte. Premièrement, cette solution est plus compacte car elle ne requiert que 2 composants dans la CTA, et elle implique un moindre gaspillage énergétique sur le fond. Deuxièmement, cette solution est bien plus facile à contrôler que l'humidification adiabatique pour laquelle on compte sur un taux d'évaporation indirect. En effet, la vapeur directement injectée dans l'air rejoindra ce mélange instantanément et la quantité injectée peut être directement pilotée par une vanne motorisée. Cette solution alternative implique donc un nouveau composant dont il faut maîtriser les critères de sélection. Fondamentalement, un humidificateur à injection de vapeur est un caisson qui mélange deux gaz, l'air et la vapeur. Dès lors, sa sélection peut se définir à l'aide d'un bilan d'énergie et d'un bilan de masse. Dans ces deux bilans, le débit aérolique d'entrée est connu, ainsi que les conditions d'enthalpie et d'humidité absolue à l'entrée, mais également le débit aérolique de sortie et les conditions d'enthalpie et d'humidité absolue désirées en sortie. Le bilan de masse nous permettra donc de trouver le débit de vapeur à injecter dans l'air à l'aide du ΔX lu sur le diagramme psychrométrique. Celui-ci nous amènera au même résultat que pour l'humidificateur adiabatique, si ce n'est que cette fois-ci, le débit d'eau trouvé est réellement un débit directement injecté dans le mélange d'air humide, alors que pour l'humidificateur adiabatique, il s'agissait d'un taux d'évaporation souhaité, mais difficilement contrôlable de manière directe. Ensuite, le bilan d'énergie nous permettra de trouver l'enthalpie et donc la température à laquelle il faudra amener la vapeur pour que son injection nous permette d'atteindre un point de consigne donné grâce au ΔH lu sur le diagramme psychrométrique. Et voilà pour le dimensionnement de notre humidificateur vapeur. Ok, nous venons donc d'apprendre à amener l'air des conditions extérieures jusqu'à un point de consigne intérieur voulu. Mais comment tenir compte des déperditions en hiver ? Comment tenir compte du fait que, même si nous injectons de l'air à 20 degrés dans le bâtiment, les déperditions feront ensuite chuter cette température durement atteinte. Si l'on n'entreprend aucune action correctrice, la chute de température par rapport à la température à laquelle l'air est insufflé sera inévitable. Deux stratégies nous permettront de nous sortir de ce pétrin. La première est une solution compacte et très dynamique en termes d'impact sur les grandeurs physiques de l'air, mais qui impliquera quelques surdimensionnements au niveau de la CTA. Il s'agit de la solution tout-air. Comme son nom l'indique, l'idée consiste à tout gérer grâce à l'air insufflé dans le bâtiment en une seule fois. Dans cette configuration, il faudra insuffler l'air à une température supérieure à la température de confort finalement voulue, de manière à ce que, une fois l'effet des déperditions obtenu sur l'air intérieur du bâtiment, sa température se stabilise finalement au point de confort voulu. Dans une CTA contenant un humidificateur adiabatique, ce surdimensionnement se traduira au niveau de la batterie de post-chauffe. Alors que dans une CTA avec un humidificateur à injection de vapeur, le surdimensionnement se répercutera sur les deux éléments, batterie de préchauffe et humidificateur vapeur, pour atteindre la température supérieure à partir de laquelle les déperditions nous permettront de revenir au point de confort voulu. Une autre idée, moins compacte et plus éparpillée, consiste à laisser la CTA gérer l'insufflation d'un air aux conditions de confort et rien de plus, alors que d'autres éléments installés dans les locaux permettront de lutter localement contre cette fameuse chute de température liée aux déperditions.
On peut penser aux radiateurs électriques ou hydrauliques, aux cassettes de climatisation réversibles, aux planchers chauffants et à d'autres solutions encore. Comme presque toute installation technique à l'heure actuelle, les installations HVAC disposent d'une forte automatisation, visant à optimiser leur fonctionnement avec un minimum d'intervention humaine. Et qui dit automatisation dit instrumentation de qualité et surtout bien pensée. Impossible d'optimiser le fonctionnement d'une CTA, si bien dimensionnée soit-elle, sans prise de mesures permettant de prendre conscience de l'état en cours de l'installation ou sans actionneur adapté permettant d'agir dans des proportions adéquates aux besoins rencontrés. Prenons ces deux cas de CTA hiver. Nous penserons par exemple au variateur de fréquence pour piloter le ventilateur de pulsion. Piloté à l'aide de quoi? À l'aide de mesures de pression différentielles sans lesquelles les appareils de contrôle n'auront aucune idée du débit en cours de circulation. Au niveau de l'alimentation des composants de la CTA, les batteries de chauffe seront souvent hydrauliques avec une alimentation repiquée sur un réseau de chauffage en montage mélangeur pour des raisons de linéarité de régulation. L'humidificateur adiabatique sera souvent repris sur un réseau d'eau froide sanitaire avec un jeu de pompes de recirculation et de vannes motorisées, alors qu'un humidificateur vapeur comportera une résistance chauffante ou des électrodes permettant de créer de la vapeur localement si un réseau de vapeur n'est pas disponible. La bonne opération de toutes ces alimentations n'est possible que si le système de régulation reçoit les informations pertinentes en temps réel sur les états de l'air en des points donnés de la CTA. On trouvera par exemple des sondes de température de part et d'autre de la plupart des composants de la CTA, mais également des sondes d'humidité relative en sortie des humidificateurs et des sondes de température sur les alimentations hydrauliques des modules de la CTA. Et il ne s'agit là bien sûr que d'un minimum non exhaustif. Chaque installation bénéficiera de ses spécificités et de son appareillage propre. Bien le bonjour les amigos, j'arrive à la rescousse parce que à ce stade-ci, sans un exemple concret, ça peut commencer à devenir vachement flou. Alors pour cet exemple concret, je vous propose de passer au dimensionnement CTA hiver de l'exercice 16 de votre syllabus, mais d'en détailler la résolution ici avec vous. L'idée de cet exercice est assez simple, ma foi. Il consiste simplement à considérer 5 bureaux identiques, qui présentent donc tous les mêmes déperditions de 3,48 kW par bureau. Dans chaque bureau, on va avoir 10 personnes, et on veut assurer 20 degrés et 50% d'humidité relative, sachant qu'à l'extérieur, en hiver, il fait froid, on a moins 5 degrés et 80% d'humidité relative. L'idée est de travailler ici en tout air, c'est la solution la plus complexe, ça n'a pas de sens de faire le plus simple avec vous évidemment. Si on fait tout avec l'air, ça veut dire que pour vaincre les déperditions ici de 5 fois 3,48 kW, il va falloir souffler l'air plus chaud que les 20 degrés voulus initialement, puisqu'on sait que les déperditions vont refroidir l'air insufflé, mélangé dans le local, jusqu'à se stabiliser à un certain point, et l'idée c'est qu'on se restabilise, dans le pire des cas, à 20 degrés. Pour ce faire, c'est bien beau, mais ce qu'on n'a pas dit jusqu'ici dans la théorie, c'est que oui, on peut souffler plus chaud, mais il y a des limites. On va pas souffler de l'air à 120 degrés sur la tête des gens sous prétexte qu'il y a beaucoup de déperditions et qu'on va retomber à 20 degrés. Et donc ici, le cahier de charge de notre client nous impose un écart de soufflage de 15 degrés. Ça veut dire qu'il ne faut pas souffler de l'air qui est 15 degrés au-delà de la température de consigne voulue. Donc ici typiquement comme je veux 20 degrés, interdiction de souffler à 20 plus 15, donc interdiction de souffler à 35. Oh, mon Dieu, mamma mia, comment va-t-on faire? Pas de panique, je vais vous le dire. La première idée est de partir avec l'humidification adiabatique. Donc on va chauffer, rajouter des gouttelettes d'eau qui vont s'évaporer, puiser cette énergie dans l'air et donc refroidir l'air jusqu'à une saturation à 100% d'humidité relative et puis réchauffer encore une fois. Du coup, je vous propose de travailler suivant cette structure, c'est-à-dire qu'on va commencer par simplement se demander quels sont les composants de la CTA dont on va avoir besoin, vérifier le point de soufflage par rapport à cet écart de soufflage, vous allez voir en quoi ça consiste, éventuellement corriger le débit, encore une fois on va voir en quoi ça consiste, mais une fois que j'aurai fait ça, je pourrai enfin passer, après ces 3 points préliminaires, au dimensionnement de ma batterie de post-chauffe, au dimensionnement de mon humidificateur et au dimensionnement de ma batterie de préchauffe. Vous constatez que je le fais dans l'ordre inverse des traitements physiques. En réel, la CTA va d'abord préchauffer, puis humidifier, puis post-chauffer. Mais c'est plus facile pour nous de partir du point de consigne et de d'abord dimensionner la post-chauffe, puis l'humidificateur et puis la préchauffe. C'est plus facile de partir à reculons, vous verrez ça quand on y sera. Alors, commençons par la configuration de la CTA.
Avec une humidification adiabatique, il me faut un ventilateur de pulsion, une batterie de post-chauffe, un humidificateur adiabatique et une batterie de pré-chauffe. Et donc c'est ce type de traitement que je vais mettre en place. Voici donc pour la configuration, c'est assez vite fait. Et l'air va être insufflé par cette CTA dans mes 5 bureaux qui présentent tous les 5 les mêmes caractéristiques. Vérifions maintenant le point de soufflage. Qu'est-ce que je veux dire là? Je veux simplement dire par là que, ok, puisque je veux faire en tout air, je veux que simplement par la température à laquelle nous insufflons l'air dans les bureaux, nous atteignions une température depuis laquelle il est possible de rechuter pile poil sur la température de consigne voulue après effet des déperditions ici en jaune. Ça veut dire que l'élément qui va être impacté par cette considération, c'est ma batterie ici de post-chauffe, celle-ci. C'est elle qui va devoir fournir un effort supplémentaire, chauffer plus que prévu, de manière à redescendre à 20 degrés une fois que les déperditions auront refroidi l'air dans la pièce. Mais l'idée est de ne pas dépasser les 35 degrés. Du coup, c'est ça qu'on va vérifier. Ici, mes déperditions s'élèvent à 5 x 3,48 kW, donc 17,40 kW. L'idée, c'est que ce dont nous on dispose pour lutter contre ça, c'est la fameuse loi QMCP delta T, qui se traduit ici en QM fois delta H, les delta H étant directement lisibles sur le diagramme psychrométrique. Du coup, si j'isole le delta H que je dois opérer entre l'étoile qui est le point de confort que je vais atteindre et la barre jaune ici qui est le niveau, le point de soufflage que je dois imposer pour pouvoir espérer retomber sur l'étoile, mon delta H ici, sur ce segment, doit équivaloir à ces pertes divisées par le débit massique. Le débit massique ici valant donc QV sur le volume massique. Donc ici 5 x 10 x 20, on part de l'hypothèse qu'on apporte 20 m3 par heure aux personnes. Le volume massique lu sur le diagramme psychrométrique vaut 0,84 m3 par kg si vous vérifiez les points sur un diagramme ou sur le logiciel mis à votre disposition sur Moodle, divisé par 3600 puisqu'on est ici en m3 par heure, mais la formule ne fonctionnera qu'avec le système international, donc il faut ramener ça en secondes. Si vous faites ce calcul, ça veut dire que pour lutter contre ce segment qui représente 17,40 kW, mais on ne peut pas lire les kilowatts sur le diagramme, on peut lire les kilojoules, il faut donc diviser par le débit pour revenir à ce delta H. Le delta H entre l'étoile et le point ici est de 52,62 kJ par kg d'air sec. Ça pue. Sur un segment droit, faites une fois l'exercice, d'un point à un autre, tant que le segment est droit, un delta H se traduit directement en un delta T. Je peux donc déjà dire, même sans le mesurer, qu'un delta H de 52 kJ correspondra à un delta T de 52 degrés. Ce qui veut dire que nous allons imposer ici un point de soufflage à 20 plus 52,62 degrés, soit 72,62 degrés. On est bien au-delà de l'écart de soufflage de 15 degrés. On a vérifié le point de soufflage et c'est la merde. Il faut corriger le débit. Alors, comment va-t-on corriger le débit? Bah oui, l'idée ici, on a dit que le segment supplémentaire à fournir de puissance par rapport au point de confort était défini par une puissance, ok, donc le débit massique d'air véhiculé fois la différence d'enthalpie observée dessus. Jouer sur la température à laquelle on souffle l'air, c'est influencer le delta H, l'enthalpie qu'on a donné à l'air. Si je ne peux pas jouer sur l'enthalpie, bah forcément je jouerai sur le seul terme restant, le débit. La quantité d'air que j'amène. Si je ne peux pas amener l'air à plus de 35 degrés, c'est pas grave, j'amènerai plus d'air que ce qu'il n'en faut pour les conditions hygiéniques. Donc, le débit que je dois amener sera déterminé par la puissance contre laquelle il faut lutter divisé par delta H. Du coup ici 17,40 kW divisé par un delta H maximum de 15, puisque je vous l'ai dit, soit vous le vérifiez sur le diagramme psychrométrique qu'entre 20 et 35 degrés vous avez un delta H de 15, soit à force par habitude, vous savez que sur un segment horizontal, vous avez toujours delta H égale à delta T, tant que le segment est horizontal. Et ceci vous amène à la conclusion qu'il vous faut un débit volumique, qui est égal au débit massique ici trouvé fois le volume massique, de 17,40 divisé par 15 fois 3600 pour le ramener en mètres cubes par heure, fois encore le volume massique. Vous retombez sur un débit volumique de 3507,84 mètres cubes par heure. Débit corrigé, sachant qu'à la base on avait ici 5 x 10 personnes x 20, donc on avait 5 x 10 50, 50 x 20, donc on avait 1000 m3 par heure nécessaires. Donc on a fait 3,5 fois plus
pour pouvoir apporter de la puissance avec l'air. Le débit est donc rigide. Maintenant que je connais le débit que je vais réellement utiliser pour travailler en toute air et arriver à vaincre les déperditions malgré l'écart de soufflage de 15 degrés qui m'a été imposé, je peux dimensionner mes 3 éléments. C'est toujours plus facile de dessiner celui-ci en premier parce que je sais où je veux arriver. Je veux arriver sur un point ici de soufflage, en l'occurrence à 20 plus 15, donc à 35 degrés, en venant d'un point à 100%. Je sais qu'ensuite je reviendrai suivant une isenthalpie constante, en croisant ici une horizontale qui vient de mes conditions extérieures. Tandis que si vous faites ça dans l'autre sens, c'est un peu compliqué parce que vous venez ici sur une horizontale, vous ne savez pas encore quelle isenthalpie que vous allez croiser pour revenir. C'est beaucoup plus intuitif de retrouver ça à contresens. Et donc ce segment-ci va déterminer la batterie de post-chauffe qui fait la dernière opération sur le traitement de l'air. On l'a dit plus tôt dans la vidéo, la puissance de cet élément à délivrer se calcule comme le débit massique fois la différence d'enthalpie à mettre en place. Donc le débit volumique divisé par le volume massique fois la différence d'enthalpie à mettre en place, et donc ici 3507,84 m3 par heure, divisé par 0,84 m3 par kilogramme, c'est mon volume massique, fois 3600 pour les heures, fois ici 53-28, c'est l'enthalpie, les enthalpies que j'ai pu lire ici sur le point de soufflage à 35 degrés et le point ici sur une humidité absolue constante, mais à 100% d'humidité relative. Attention que ceci, ce sont des valeurs que j'ai lues sur un diagramme à la main. Il se peut qu'en les encodant sur un logiciel, vous ayez des chiffres légèrement différents et forcément plus précis que ce que j'ai pu faire à la main. Si vous faites ce calcul, vous tombez sur une batterie de post-chauffe d'environ 29 kW nécessaire, qu'il faudra ensuite dimensionner d'un point de vue hydraulique, prévoir les sections des tuyaux, la pompe, etc. pour que le débit passe avec une différence de température mise en place grâce à une chaudière ou autre pour permettre la mise en place de cet échange calorifique à la batterie de post-chauffe. On peut donc passer à l'humidificateur maintenant. Ok, ce segment ici isenthalpique. On avait dit le débit d'humidification sera calculé comme le débit massique d'air passant par l'humidificateur fois le delta X, donc fois l'écart d'humidité absolue à mettre en place, donc l'écart entre ce point-ci et ce point-ci. C'est parti, hein. Donc le débit massique, je le redéveloppe à chaque fois, mais c'est à chaque fois la même chose, c'est à chaque fois QV sur volume massique, c'est à chaque fois 3507,84 m3 par heure sur 0,84 m3 par kilogramme, fois 3600 secondes dans une heure, et moi j'ai lu ici encore une fois sur un diagramme à la main 7,5 g par kilogramme d'air sec ici et 2 ici. C'est mon delta X. Si vous faites ce calcul, vous tombez sur 6,38 g d'eau par seconde, mais les grammes d'eau par seconde, on joue pas dans cette échelle-là. Nous, on est sur des grosses installations, c'est plus parlant de parler en litres par heure. Là, directement, c'est plus parlant de se dire, tiens, en une heure, j'aurai 22,97 litres d'eau. Donc, on peut imaginer plus ou moins 23 bouteilles d'eau qui auront coulé en une heure, enfin, qui auront rejoint le mélange d'air ici, dans l'humidificateur. Alors, attention ici que ce débit, c'est le débit net final, en comptant un certain taux d'évaporation par lequel j'espère faire atteindre je vais dire la vaporisation des gouttelettes d'eau dans le mélange d'air humide. Rien ne me dit que par exemple la pompe doit insuffler ceci de gouttelettes d'eau pour que enfin j'ai 22,97 litres d'eau par heure qui s'évapore. Ça, c'est vraiment le taux d'évaporation que j'espère mettre en place dans l'humidificateur. Mais c'est quelque chose de très indirect, de très difficile à contrôler directement, d'où l'idée que généralement un fabricant d'humidificateur adiabatique qui va dire de vos conditions ici jusque là, en fonction du débit que vous me donnez, je fais en sorte d'atteindre toujours 100% quoi qu'il arrive. Et de là, je sais que je peux repartir et c'est plus facile à contrôler. Enfin, il me reste la batterie de préchauffe à dimensionner, donc la première qui amène l'air véritablement des conditions rudes hivernales extérieures jusqu'à un point de chauffe depuis lequel je vais humidifier. Généralement, on le voit rien qu'à la taille du segment, cette batterie est plus costaude que la suivante. Ça dépend peut-être des déperditions à vaincre par la suite, mais elle met en place généralement un traitement plus agressif et un écart d'enthalpie plus agressif. C'est de nouveau puissance égale QM fois delta H. De nouveau la même formule, sauf qu'ici j'ai lu donc 28 kJ, c'est la même enthalpie forcément que le point de départ de la batterie de post-chauffe, puisqu'on voit que le départ de la batterie de post-chauffe est sur la même enthalpie que la fin de la batterie de préchauffe. Donc le 28 ici, je le retrouve là.
Et moi j'avais lu ici 0 kJ pour le point extérieur de moins 5 degrés Celsius et 80% d'humidité relative. Ce qui m'amenait à une puissance de batterie de préchauffe de 32,48 kW. Il n'y a pas une forte différence entre les deux dû au fait que cette batterie doit quand même vaincre pas mal de déperdition avec le débit corrigé. Voilà donc pour notre CTA avec humidification adiabatique. Qu'est-ce qu'on va faire dis donc avec une humidification vapeur? Ici l'idée est d'avoir une installation plus compacte qui va préchauffer et puis directement injecter de la vapeur, mais de la vapeur réellement à l'état gazeux, donc à minimum 100 degrés. Et donc on ne va pas refroidir l'air et compter sur un taux d'évaporation, on va directement injecter l'eau patate à l'état gazeux dans le mélange d'air humide. On va travailler suivant la même configuration. Alors, l'idée ici, c'est qu'une grande partie de notre structure de travail a déjà été établie. Donc, comme avec l'humidificateur adiabatique, nous allons ici procéder en déterminant d'abord la configuration de la CTA, mais c'est déjà fait, hein. On sait ce qu'on va avoir dans la CTA, une batterie de préchauffe et un humidificateur vapeur qui va non seulement injecter de l'humidité sous forme gazeuse, de la vapeur d'eau, et non plus de l'eau liquide qui doit s'évaporer, et donc de la vapeur à une certaine température. Et ensuite on a toujours notre ventilateur de pulsion qui amène l'air dans les différents bureaux. Le point de soufflage et la correction de débit ont déjà été vérifiés, ce sera pareil pour la situation avec cette configuration de CTA, puisqu'on doit atteindre le même point ici à l'étoile qui sera 15 degrés, puisque c'est le maximum autorisé, au-dessus du point de confort imposé. Et maintenant il ne nous reste donc qu'à dimensionner l'humidificateur, qui est un nouveau composant donc qui implique une nouvelle démarche. Donc l'humidificateur vapeur, c'est ce genre de traitement qu'il va mettre en place. Il va directement insuffler une augmentation d'humidité absolue, suivant cette flèche ici en bleu un peu gris, et plus la vapeur injectée est chaude, plus ce segment va être ici, je dirais, oblique et voire même couché, plus il va en même temps augmenter la température de l'air dans laquelle on l'injecte directement. Donc il y a deux choses à déterminer, quelle quantité de vapeur je donne et à quelle température je l'injecte. Alors on va commencer par la première question, qui est la plus simple à répondre. Quelle quantité d'eau injecter? Le calcul est exactement le même que pour l'humidificateur adiabatique. Vous retrouvez ici la même loi, développé de la même manière, avec le même écart delta X. C'est pas parce que j'ai une autre configuration que mes objectifs ont changé, hein. Je veux arriver à 7,5 g d'eau par kilogramme d'air sec en partant de 2 sur ce premier segment-ci. Et donc j'ai de nouveau les mêmes 22,97 litres d'eau par heure, à la grande différence cette fois-ci que ces 22,97 litres d'eau par heure, ils sont directement injectés dans le mélange d'air sous forme de vapeur gazeuse. Alors que dans le cas de l'humidificateur adiabatique, l'idée était de mettre en place un taux d'évaporation de 22,97 litres d'eau par heure. Un taux d'évaporation sur lequel on n'a aucun contrôle direct. On peut faire recirculer des pompes, pulvériser des gouttelettes autant qu'on veut, etc. Le fin mot du 22,97 litres d'eau par heure qui s'évapore dans l'humidificateur adiabatique, on n'a pas de contrôle direct dessus, seulement indirect. Mais bref, ça ici, on ouvre une vanne, on mesure le débit et on sait directement si on injecte ça ou pas dans l'eau. C'est donc beaucoup plus contrôlable et beaucoup plus précis. Pour le spécialiste de la régule, c'est un pur bonheur. Alors, pour la température à laquelle nous allons insuffler la vapeur. Très généralement, beaucoup de spécialistes estiment que si on injecte la vapeur purement à son état de saturation, donc à 100 degrés pile, à laquelle il n'y a plus une seule goutte d'eau liquide dans le mélange, on va avoir ici un traitement qui est plus ou moins vertical, c'est-à-dire que notre température ne va presque pas changer avant et après injection de la vapeur dans le mélange d'air. On va vérifier si c'est vrai. On va faire la petite expérience ensemble, et donc indirectement c'est un bilan d'énergie qui va nous permettre de trouver ça, sur base duquel on pourra trouver l'enthalpie à laquelle on injecte la vapeur, et sur base de l'enthalpie nécessaire, on pourra dire sur base de soit des tables thermodynamiques, soit des relations physiques. On se souvient que l'enthalpie de la vapeur c'est 2500 kJ par kilogramme plus la chaleur massique de la vapeur fois la température supérieure à ces 100 degrés. On va voir à quelle enthalpie il faudrait injecter la vapeur pour obtenir ceci. Alors l'idée ici, vous voyez que là j'ai pris mon petit logiciel, j'ai un petit peu triché, ok. L'idée c'est de démarrer ici, ok, le point d'entrée de mon humidificateur vapeur, c'est lui que j'ai recherché ici dans le logiciel, il est bien à 2 grammes d'eau par kilogramme d'air sec, et j'aimerais monter jusqu'où? J'aimerais vérifier cette théorie suivant laquelle, quand j'injecte de la vapeur à 100 degrés, je vais venir ici
sans changer la température de l'air. Donc en théorie, j'aimerais monter jusqu'à 35 degrés, comme ça après je reviens ici à mes 35 degrés de soufflage maximum autorisé, 15 au-dessus des 20, et comme ça après, whoops, je redescendrai jusqu'à 20 degrés comme je le voulais. Si je fais ça, si je veux donc avec ma batterie de préchauffe monter jusqu'ici et entamer le traitement de mon humidificateur vapeur à ce stade-ci, on voit que je dois démarrer avec une enthalpie qui est déjà à 40,34 kJ par kg d'air sec à l'entrée de l'humidificateur vapeur. Donc ici, c'est reparti, je développe ma formule. Alors le très gros avantage, on le perçoit pas spécialement tout le temps, ça a peut-être presque l'air d'une anecdote, mais ici QM out moins QM in, le débit massique de sortie de mon humidificateur moins le débit massique d'entrée de l'humidificateur. Au final, l'avantage de parler en débit massique avec un diagramme psychrométrique qui exprime tout en kilogrammes d'air sec. Je ne sais pas si vous vous êtes posé la question depuis le début, je vous dis que l'air est humide, que l'air contient des vapeurs d'eau, et pourtant tout le diagramme psychrométrique rapporte tout, les kilojoules, les grammes d'eau, etc., à des kilogrammes d'air sec, donc des kilogrammes d'air sans tenir en compte l'humidité. L'avantage, il est là. L'avantage, il est ici parce que le débit massique d'air sec, à l'entrée et à la sortie d'un humidificateur ou de n'importe quel élément qui pourrait changer l'humidité, bah il est le même, puisque je ne parle ici que des kilogrammes d'air sec. Je ne tiens pas encore en compte l'humidité. Si j'avais fait les calculs avec des kilogrammes d'air humide, en tenant en compte l'humidité, j'aurais été bien embêté parce que QM out n'aurait pas été égal à QM in, surtout dans un humidificateur où entre l'entrée et la sortie, j'ai rajouté de l'eau. Oh, mind blowing. Alors qu'ici, c'est très facile, c'est le même. Et c'est le même développement que ce qu'on a fait jusqu'ici. Fois justement mes différences d'enthalpie en kilojoules par kilogramme d'air sec. Je voulais ici atteindre 53 kJ pour le point à 35 degrés, souffler 15 degrés au-dessus de mon point à 20 degrés où je vais retomber, mais je vais entamer tout cela depuis 40,34 en espérant ici avoir un traitement, on va voir si on retombe sur 100 degrés avec ça, divisé par mon débit. Mon débit de vapeur de 6,38 grammes d'eau par seconde. Si on développe ce sympathique petit calcul, on trouve une enthalpie de 2,3018 kJ par gramme d'eau. Mais attention, on joue quand même dans la cour des grands, hein. On va faire ça par kilogramme, à 2301,8 kJ par kilogramme d'eau. Donc au final, on n'est pas si loin. Regardez mes amis. C'est pas si loin de 2500 kJ par kilogramme, ok, et du coup 2500 kJ par kilogramme, ça c'est presque une valeur, je veux dire, de culture générale quand on est dans ce milieu là, c'est l'énergie que contient la vapeur saturée à pile 100 degrés. Toute l'eau s'est évaporée, tout le kilogramme d'eau est devenu vapeur, et il trimballe avec lui, sous sa forme gazeuse, 2500 kJ par kilogramme, un paquet énorme d'énergie. Et après, au plus j'augmente par rapport à ce 2500, au plus c'est que ma température a augmenté. Mais si je suis pile à 2500, c'est que je suis à 100 degrés. Alors ici, je suis pas pile à 2500. Deux choses peuvent expliquer ça. La première déjà, c'est que, oui ok, ici je l'ai lu via le petit logiciel, donc ça a priori ce point là il est précis. Le 53 je l'avais lu sur diagramme à la main, donc il est peut-être un peu moins précis, il y a déjà un petit peu de ça peut-être. Deuxièmement, c'est pas tout à fait vrai de dire que quand j'injecte de la vapeur à 100 degrés, dans de l'air humide, je n'ai aucune augmentation de température, j'en ai une légère. Or ici, je suis parti du principe que j'allais rentrer à 35 degrés dans l'humidificateur vapeur et j'allais ressortir également à 35 degrés. Du coup, je tombe ici sur une enthalpie théorique qui est inférieure à ce que la vapeur propose de base, et c'est normal, mais elle est très légèrement inférieure. De 200, peut-être même 150, 100 si on avait fait un calcul plus précis ici avec mon 53 qui aurait pu être déterminé plus précisément, par exemple avec le logiciel. Vous pouvez faire l'exercice pour vérifier. Mais donc ici, on va faire l'approximation de dire, voilà, c'est plus ou moins 2500 kJ, c'est plus ou moins à 100 degrés qu'il faut injecter, sachant que très probablement, en injectant de la vapeur à 100 degrés, vous n'insufflerez peut-être pas à 35 degrés, mais à 36 degrés, mais on peut également encore un petit peu jouer sur les quantités insufflées, etc. Mais donc on retombe bien ici sur cette espèce de pensée plus ou moins validée dans le milieu de la HVAC, que si j'injecte de la vapeur à pile 100 degrés, j'ai presque pas d'augmentation de température. Vous voyez ici 100 degrés, 2500, 2300 à peu près. Et donc ici, je viens ici presque sans changer ma température. Voilà donc pour ma vapeur. Je dois injecter environ 23 litres par heure sous forme gazeuse à 100 degrés Celsius dans mon mélange. Du coup, on peut dimensionner notre batterie de préchauffe.
ok, qui doit nous amener jusqu'à ce point, et ici elle a quand même un fameux boulot à faire, c'est toujours la même loi, débit massique d'air fois la différence d'enthalpie qu'on veut opérer sur l'air, et ici donc mon débit massique d'air c'est toujours le même, je veux cette fois-ci atteindre 40,34 kJ à l'entrée de l'humidificateur vapeur, et donc je pars ici de 0, ce qui implique une puissance de 46,79 kW. C'est bien plus conséquent que ce qu'on avait précédemment. Alors faisons un petit bilan. Je peux partir sur deux configurations pour assurer les traitements hiver, soit je pars sur une CTA avec humidification adiabatique, alors j'ai besoin d'une batterie de préchauffe qui tournera en conditions extrêmes maximum à 32,48 kW, un humidificateur adiabatique qui doit assurer un taux d'évaporation de 22,97 litres par heure, et une batterie de post-chauffe qui doit assurer une puissance extrême de 29 kW en hiver, le tout avec un débit de 3507,84 m3 par heure qui est supérieur au débit hygiénique. Ce débit-ci n'a pas été déterminé que pour apporter le renouvellement d'air aux personnes, il a été dimensionné pour apporter la puissance nécessaire à vaincre les déperditions ici en tout air avec une imposition de 15 degrés d'écart de soufflage maximum. On n'est pas chiant ici. Autre configuration, j'ai une batterie de préchauffe qui doit tourner à 46,79 kW pour ensuite laisser tourner un humidificateur vapeur à 22,97 litres par heure directement injecté dans l'air à 100 degrés. Toujours avec le même débit de 3507,84 m3 par heure. C'est tout pour la CTA hiver dans ces conditions. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!